Bon, pour respecter le planning, il est exactement 11h01. Ça n'est pas très français, on ne va pas laisser le quart d'heure bordelais aujourd'hui. On va démarrer ce webinaire. Je vous remercie encore toutes et tous de votre participation. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Vous êtes très nombreux à être connectés aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup. C'est une thématique très vaste qui est la comptabilité matière et j'espère que, au cours de ce webinaire et des prochains, vous pourrez en tirer des enseignements et des informations précieuses. Quelques règles de bon usage pour que ce webinaire vous soit le plus agréable possible. Donc, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver surtout, vous trouverez à droite de votre écran un petit bandeau marqué d'une petite flèche rouge, normalement en haut à droite, avec un espace de saisie où vous pourrez écrire vos questions tout au long de la présentation. Elles seront traitées en fin pour une dizaine, une quinzaine de minutes. Je tâcherai d'y répondre. Malheureusement, compte tenu du grand nombre de participants, si je ne peux pas le faire oralement, je vous prie de m'en excuser. De toute façon, j'adresserai à chacun d'entre vous une réponse écrite dans les meilleurs délais. Je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui fait partie d'une série de 5. Le sujet étant très vaste, on vous propose une planification sur 5 webinaires de 20 à 30 minutes suivant les sujets. Vous avez le détail devant vous. Les dates vous seront communiquées très rapidement. Je pense vous proposer le second qui sera consacré au flux de la comptabilité. Donc, c'est vraiment un sujet très pratique dès le mois de juillet et ainsi de suite à raison d'un webinaire tous les 2 mois environ, ce qui nous conduira à évoquer le projet Ciel pour l'ensemble des opérateurs sur la fin de l'année 2018 ou tout début 2019 si on prend en compte la période des congés. Lors de ce premier webinaire, voilà les points que je vous propose d'aborder. Ce sont vraiment les fondamentaux de la comptabilité matière. On verra bien d'une part ce qu'est la comptabilité matière, on en verra une définition pratique. Nous allons balayer ensemble les acteurs majeurs de la filière vin, alcool et spiritueux. Nous verrons ce que sont que les droits d'accise, là encore une définition pratique de façon à ce que chacun ait un repère bien précis sur ce qu'est les droits d'accise. Le statut d'entrepositaire agréé, on balayera notamment quelles sont les obligations en tant qu'entrepositaire agréé. Et enfin, comme je vous l'indiquais, nous verrons l'ensemble des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas encore une fois sur la partie droite de votre écran à saisir votre question au fur et à mesure de la présentation. J'ai à côté de moi Mallory, que je remercie beaucoup de son aide et de sa participation, qui traite vos questions au fur et à mesure. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que la réglementation que l'on va évoquer ensemble est extrêmement complexe et elle est en évolution constante. Le projet Ciel, qui occupe aujourd'hui bon nombre d'entre vous, est une parfaite illustration de ce que je viens d'évoquer, puisque le simple fait de dématérialiser la DRM, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains webinaires, a un impact important sur toute la chaîne, toutes les procédures de stockage des données, la façon dont elles sont traitées dans la comptabilité matière. Ce qui montre bien que la réglementation change, évolue en permanence et il est parfois compliqué de s'y retrouver. Ce que je vous présente devant vous, ce sont principalement les 3 sources principales que nous qualifierons de juridiquement acceptables. Alors, je ne suis pas avocat, mais ce sont bien les termes qui sont utilisés justement par les avocats que nous avons l'occasion de côtoyer. On va retrouver les directives européennes dans un premier temps, qui sont la clé de voûte de la comptabilité matière et dont le fameux Code des douanes de l'Union, le CDU, dont vous avez peut-être entendu parler. Au niveau français, on retrouve le Code général des impôts, qui est donc la traduction française du CDU, ainsi que les décrets qui paraissent au journal officiel de la République française et qui viennent appuyer ou compléter le Code général des impôts. Vous l'aurez remarqué, il y a une 4e source que sont les bulletins officiels douaniers, les BOD, dont certains ont certainement entendu parler. Ce sont des lectures techniques des circulaires, des directives de la CEE ou du Code général des impôts ou même des décrets.
Mais malgré l'intérêt qu'elles présentent, puisque leur but est de clarifier ou du moins de rendre plus accessibles des éléments qui sont parfois écrits de façon trop juridique ou trop réglementaire, eh bien, malgré leur qualité de publication, il faut savoir que ces BOD ne sont pas recevables en cas de contestation auprès d'un tribunal. Ce sont des documents de travail, d'échange avec les douaniers, mais ça n'est pas acceptable aux yeux d'un tribunal. Seules les directives CE, le Code général des impôts ainsi que les décrets sont utilisables en cas de procédure juridique. Donc après ce point qui me semblait important, je vous propose de rentrer directement dans le programme de ce premier webinaire. La comptabilité matière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour tous ceux qui font déjà de la comptabilité générale financière, c'est relativement proche. C'est une pratique qui consiste en fait à organiser, enregistrer des données chiffrées d'une entreprise. Là-dessus, la définition est vraiment similaire à la comptabilité générale financière. L'objectif de la comptabilité matière, vin et spiritueux, c'est de produire le plus sincèrement possible l'inventaire des biens d'une entreprise, des biens en quantité et en qualité, qui sont détenus dans un ou plusieurs lieux géographiques indiqués et à l'instant T. Instant qui peut être un jour, un mois, une année ou une période définie comme un exercice comptable. En fin de mois, nous parlerons de déclaration récapitulative mensuelle ou DRM, pour ceux qui la connaissent bien. C'est donc une image de l'inventaire des biens à l'instant T, une fin de mois. Et en fin d'année, qui peut être civile ou d'exercice, dans le cas que je vous présente, c'est une année civile, eh bien, nous parlerons de déclaration annuelle d'inventaire ou DAI, qui sera très nettement différente de la DRM. On aura largement l'occasion d'en reparler au cours du prochain webinaire sur les flux de la comptabilité matière. Cette comptabilité matière, c'est justement le reflet de l'activité économique d'une entreprise. Et on parle bien de quantité et de qualité de produits. Ça va représenter les achats, les productions, les ventes, les destructions ou pertes pour ceux qui sont initiés. Et tous ces éléments doivent être inscrits, enregistrés et à disposition d'organismes ou d'agents assermentés, et nous verrons lesquels un petit peu plus tard dans ce webinaire. La comptabilité matière, c'est aussi un ensemble de règles et d'obligations envers les administrations publiques françaises et européennes. Règles qui touchent aux échanges des produits entre professionnels et vers le consommateur, qui touchent également à leur traçabilité, traçabilité des matières premières, traçabilité des produits finis, qui touchent également aux qualités intrinsèques des produits, et par là j'entends plutôt le respect de cahiers des charges d'appellation ou de certaines normes de consommation qui rendent un produit acceptable à la vente, qui ne présente aucun danger pour le consommateur. Et puis un dernier point, c'est un droit de regard de l'administration vis-à-vis des impôts, car comme pour la TVA, les entreprises, les professionnels qui détiennent des produits soumis à ce que l'on appelle des droits d'accise, eh bien, détiennent en fait une forme de crédit d'impôt qu'il faudra justifier à un moment donné ou un autre auprès de l'administration fiscale. Et là, deux situations se présentent. Soit les impôts ont été réglés par un tiers, et c'est ce que nous appellerons des produits en droit acquitté. Pardon, excusez-moi. Soit donc on est en droit acquitté lorsque les impôts ont été payés par un tiers, soit les impôts sont toujours redevables, et auquel cas c'est l'entreprise qui détient les produits, et on parlera de produits en droit suspendu. C'est tout l'objet de la comptabilité matière et des droits d'accise que je viens de vous montrer à l'instant. Donc on va tout de suite passer à la prochaine diapo, que sont les droits d'accise. Ces deux notions, droit suspendu, droit acquitté, sont fondamentales parce qu'elles conditionnent toute la tenue de la comptabilité matière, que ce soit la gestion, que ce soit la circulation des produits ou les obligations d'entreprise vis-à-vis de l'administration. Détenir des produits en droit suspendu ou détenir des produits en droit acquitté n'ont pas le même impact, n'ont pas les mêmes importances, qu'elles soient financières ou réglementaires, entre l'administration et le détenteur des produits. Et c'est pourquoi il existe un statut spécifique pour toute entreprise qui souhaite détenir des produits soumis à droit d'accise et notamment en droit suspendu.
Et ce statut, c'est le statut d'entrepositaire agréé. Passons en revue ensemble les différents acteurs majeurs de la filière. Le premier, le plus important, c'est l'administration fiscale en charge. Cette administration, c'est la Direction générale des douanes et des droits indirects, acronyme DGDDI. Elle dépend directement du ministère de l'Action et des Comptes publics, dont le ministre actuel est M. Gérald Darmanin. À elle seule, elle représente approximativement 13% des recettes annuelles de l'État et elle contribue notamment au financement de l'Union européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, c'était 79,5 milliards d'euros que la DGDDI a perçus au titre non seulement des droits d'accise, mais aussi des différents droits de douane et de TVA à l'importation des produits dans l'Union européenne et sur le territoire français. Géographiquement, la DGDDI est décentralisée en une quarantaine de directions territoriales sur les 12 régions administratives que compte la France. Ça veut dire plusieurs directions territoriales pour une même région, un même département, suivant les concentrations. Mais il est vrai que pour certains, en tout cas, et j'ai vu que sur la liste des participants, certains ont connu cette expérience, et bien depuis quelques années, un phénomène de concentration est en cours et qui a entraîné pas mal de fermetures de bureaux locaux, et ça a certainement pour certains provoqué en tout cas des changements de correspondants d'une part, et puis aussi peut-être une évolution de leur comptabilité matière, puisque les restitutions auprès des douanes ont pu modifier de l'un à l'autre. Toutes ces problématiques locales vont trouver leur solution grâce au projet Ciel. Encore une fois, on l'évoquera très largement dans les prochains webinaires. L'objectif étant que votre douanier local reste un interlocuteur, on l'évoquera un petit peu plus tard, et non plus un agent administratif qui vous imposera un certain nombre de rendus comme lui l'entend et qui peut être différent de son voisin 15 km plus loin. Donc 79,5 milliards d'euros pour la douane, ce qui est énorme, 13% du budget de l'État. Les douanes ont deux missions principales: détention, circulation de produits soumis à droit d'accise. Elles ont la capacité de réguler, de vérifier la circulation des marchandises dans et vers l'Europe et sur l'ensemble du territoire national. L'autre mission, c'est la collecte des droits d'accise et le contrôle des produits soumis à droit, ainsi que l'application des textes législatifs. Comme je vous l'ai dit, le projet Ciel apporte une grande nouveauté par rapport à la DGDDI, libère du temps et permet de recentrer l'activité de leurs différents agents territoriaux vers l'accompagnement et le conseil aux entreprises par le biais de ce qu'on appelle les cellules conseil aux entreprises dans toutes les PAE, les pôles d'action économique de la DGDDI en région. Gageons également que libérer du temps des agents risque aussi de renforcer leur présence sur le terrain, et c'est quelque chose que l'on constate déjà. Autre acteur majeur, abrité dans les bureaux de la DGDDI, c'est le laboratoire d'analyse commun avec la DGCCRF. On a évoqué tout à l'heure l'importance de la qualité intrinsèque des produits, de leur consommabilité, de leur qualité physico-chimique. Eh bien, le laboratoire d'analyse commun de la DGCCRF a la capacité, et c'est leur mission principale, de protéger le consommateur. Et les missions communes de la DGDDI et de la DGCCRF les amènent à venir analyser des produits et, au besoin, ordonner leur destruction. Ils sont amenés l'un comme l'autre ou simultanément à intervenir sur n'importe quel site, à provoquer donc des analyses physico-chimiques, saisir les marchandises et éventuellement relever des procès-verbaux et enclencher des procédures juridiques qui peuvent être extrêmement importantes. Les douanes ont la capacité de contrôler également des marchandises pendant leur transport, donc directement dans le camion, sur la route, vous l'avez tous vu aux informations, mais également en sortie ou en entrée sur le territoire français. Troisième acteur majeur qui vient prendre place dans notre présentation, ce sont les organisations interprofessionnelles ou ODG. Et particulièrement dans le domaine des vins, ce sont des organismes qui jouent un rôle important de régulateur et pour certains de contrôleurs.
Elles sont le garant de la qualité des marchandises en assurant par exemple eh bien, la rédaction et l'application des cahiers des charges d'appellation. Parmi les plus connus, on peut citer le Bureau national interprofessionnel du cognac ou BNIC, qui a notamment la particularité de contrôler la circulation des produits des relevants du BNIC. Citons également le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, le CIVC, ou encore le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB. Il en existe beaucoup d'autres, chacun a un rôle et des missions particulières. Mais il est clair que le projet Ciel aujourd'hui les a propulsés sur le devant de la scène parce que, eh bien, grâce à un décret paru au journal officiel, il renforce la position des ODG en les plaçant comme intermédiaires obligatoires entre la DGDDI et les opérateurs agréés. En septembre 2019, au plus tard, tous les opérateurs viticoles, donc récoltants vinificateurs, devront déposer leur comptabilité matière auprès de leur ODG qui a déployé un portail le permettant. Encore une fois, nous reviendrons très largement sur ce sujet dans un prochain webinaire. Je voudrais m'attarder sur les droits d'accise parce que c'est un sujet qui parfois est maladroitement abordé et il faut bien comprendre ce que c'est. Les droits d'accise sont un impôt dit indirect, au même titre que la TVA. Impôts dont les montants sont fixés par chacun des États membres de l'Union. Chacun est libre de pratiquer les droits d'accise qu'il souhaite sur son territoire, en entrée principalement. Et ils sont perçus sur la consommation de certains produits comme les vins, les alcools, les bières, les tabacs sous toutes leurs formes et le carburant que vous mettez dans votre voiture, entre autres produits énergétiques. Il existe plusieurs catégories dites de produits énergétiques, l'essence ou le gasoil étant le plus connu. Exactement comme la TVA, les droits d'accise sont réglés à l'administration par les opérateurs, donc les professionnels, donc vous, et sont répercutés sur le prix de vente des produits au consommateur final. On peut donc raisonnablement dire que le droit d'accise, impôt indirect, il est finalement payé par le consommateur final. Il existe plusieurs types de droits qui sont spécifiques suivant la nature du produit. Ils vont être différents d'un vin et d'une bière en fonction également du degré d'alcool. Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de vous présenter la totalité des droits qui existent et des différentes taxes. En revanche, je vous invite à consulter le site pro.douane.gouv.fr, pro.douane.gouv.fr pour retrouver les différents types de droits, les taxes suivant le type de produit, ainsi que les montants qui sont pratiqués de façon générale annuellement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, pour ceux qui ne pratiquent pas, les droits d'accise sur une bouteille de vin sont de l'ordre de 3 centimes pour une bouteille de vin de 75 centilitres, alors que l'on dépasse aisément les 7 euros pour une bouteille de whisky, ce qui est absolument énorme. Il faut préciser que les droits d'accise sont calculés sur une quantité de liquide. Peu importe le prix, à la différence de la TVA, ils ne sont pas proportionnels. Les 3 centimes vaudront pour une bouteille de vin de 75 centilitres à 3 euros, comme à 300 euros, ce sera toujours 3 centimes. Et également pour le whisky, 7 euros sur 15 euros ou 7 euros sur 200 euros ou 300 euros suivant le whisky ou n'importe quel alcool que vous consommez. La TVA est une taxe dite ad valorem, donc sur la valeur, alors que les droits d'accise sont calculés sur la quantité de produit. Je voudrais évoquer avec vous un des derniers sujets de ce webinaire, c'est le statut d'entrepositaire agréé. Le statut, il est délivré par la DGDDI eux-mêmes sous certaines conditions et respect de leurs conditions à une personne, qu'elle soit physique ou morale. Le statut confère à son détenteur la possibilité de produire, recevoir, détenir, expédier et ou exporter des marchandises soumises à droit d'accise, et particulièrement en droit suspendu, mais également en droit acquitté. Et ce statut, il est lié directement à un ou à plusieurs lieux géographiques que l'on appelle l'entrepôt fiscal suspensif ou EFS. C'est dans ce seul lieu qu'est
donner le statut d'entrepositaire agréé, et c'est dans ce seul lieu que peuvent être stockés, donc reçus, détenus, produits, expédiés ou voire exportés, des produits notamment en droit suspendu. Alors, qui peut devenir entrepositaire agréé ou qui doit devenir entrepositaire agréé? Eh bien, potentiellement, tous les opérateurs de la filière vin, alcool et spiritueux. Et la liste est longue. Producteurs, vinificateurs, fabricants, négociants, vendeurs en tout genre, transporteurs, logisticiens, prestataires de services comme des commissionnaires en douane, des transitaires à l'import-export, les embouteilleurs, etc. De façon générale, toute personne ou entreprise amenée à détenir des marchandises soumises à droit d'accise et particulièrement, je le répète, en droit suspendu puisqu'ils détiennent un crédit d'impôt dont l'État veut avoir trace et veut en percevoir le règlement lorsque cela doit être. Il existe plusieurs variantes de l'entrepositaire agréé que l'on n'évoquera pas aujourd'hui. Certains font déjà l'expérience de l'opérateur économique agréé, OEA, qui est une étape supplémentaire dans la relation entre un professionnel et la législation. C'est un statut spécifique, une évolution de l'entrepositaire agréé. Être entrepositaire agréé, eh bien, cela entraîne pas mal d'exigences. La première et non des moindres, c'est la tenue d'une comptabilité matière et par là même la capacité de justifier à tout moment de toute entrée et de toute sortie de l'entrepôt fiscal suspensif. Autre exigence, se plier aux obligations de circulation des produits en droit suspendu. Ça fera l'objet du webinaire justement sur la circulation des produits sur le territoire et en dehors du territoire. Les exigences sont strictes, elles sont essentiellement administratives, les outils existent pour le faire et on le traitera ensemble. Il faut s'y plier. Autre exigence de l'entrepositaire agréé, déposer mensuellement une DRM et en fin d'année, une DAI. Et enfin, et c'est parfois le plus difficile, il est même l'entrepositaire agréé se doit de se soumettre à toute vérification ou contrôle de la part des douanes et ou de la DGCCRF au sein de son entrepôt ou à n'importe quel moment sur le territoire lorsqu'il s'agit d'un contrôle pendant la circulation des marchandises. Ces contrôles, pour certains qui ont peut-être vécu, peuvent très bien se passer. Les relations avec les douaniers sont en général très bonnes. En revanche, bien, pour d'autres qui ont pu vivre des expériences plus difficiles, ça peut être vécu justement de façon un petit peu brutale et violente, puisque les contrôles peuvent avoir lieu directement sur le site. Hein, la comptabilité matière peut être directement saisie, hein, que ce soit une comptabilité matière papier ou informatique. Elle est directement saisie par les douanes. Il n'y a plus moyen de travailler. L'entreprise est suspendue de son activité. C'est quelque chose qui est assez violent. Il peut également y avoir des contrôles suite à des traçabilités de produits et auquel cas, bien l'entrepositaire agréé reçoit une demande de la part des douanes, une demande documentaire essentiellement, visant à tracer des entrées et des sorties de produits qui sont contrôlés depuis leur entrée sur le marché jusqu'à leur consommation. Un entrepositaire agréé, il est identifié par un numéro, que l'on appelle un numéro d'assise, à 13 caractères. Il est construit un petit peu comme un numéro de sécurité sociale, c'est pour ça que je voulais segmenter. Il se décompose en séquences. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous reconnaîtrez assez facilement la première, FR0, qui correspond donc à un numéro d'enregistrement français. Si vous avez affaire à des clients étrangers, la première séquence vous permet d'identifier le pays. Cette identification, elle est obligatoire et elle est nécessaire, notamment lorsque vous allez souhaiter faire circuler de la marchandise entre vous et un autre professionnel enregistré et particulièrement en droit suspendu. Ces numéros sont consultables sur le site pro.douane.gouv.fr. Vous avez une rubrique qui vous permet d'aller contrôler l'existence d'un numéro d'accise. Ça ne vous dira pas qui c'est, mais ça vous dira si le numéro il est autorisé et qu'est-ce qu'il est autorisé à faire. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Le sujet, vous l'avez vu, il est extrêmement vaste. L'objectif était de vous donner une première approche des fondamentaux de la comptabilité matière. Je vais
de ce pas regarder si des questions ont été saisies. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à en faire part. On va passer sur de la question-réponse. Alors, il y a une question. Il est demandé s'il est possible de tenir une comptabilité matière informatisée, si c'est autorisé par les douanes. Oui, évidemment, c'est tout à fait autorisé par les douanes. C'est même aujourd'hui très fortement encouragé. Les exigences d'une comptabilité matière, on le verra notamment sur l'écriture des flux des entrées-sorties. Évidemment, je dirais se doter d'un outil informatique, dans ces cas-là, facilite un petit peu le travail suivant la volumétrie que l'on peut avoir. Et bien évidemment, en tout cas, pour ce qui concerne ID System, c'est le cas, mais ils sont le plus souvent intégrés directement aux outils de gestion. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vidéo de ce webinaire? Oui, absolument. Il sera rediffusé, alors vous aurez le son et l'image, effectivement, avec un lien qui vous sera envoyé ultérieurement, mais oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas également, en tout cas pour ceux qui me connaissent, éventuellement à m'envoyer des questions complémentaires. Sinon, vous pouvez utiliser l'adresse contact@idsystem.com si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. N'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai directement. Je sais que le sujet est vaste. Aller au-delà de 20-25 minutes, c'est compliqué à caler dans vos agendas. L'objectif étant vraiment de vous donner des fondamentaux. On rentrera beaucoup plus en détail techniquement, en tout cas, dans les prochains webinaires. Nouvelle question. Alors, quels sont les prochains webinaires? Ce que je vous propose, c'est de remonter. Je vais traiter cette question-là. Quid du rôle de l'INAO dans la comptabilité matière? Eh bien, l'INAO, son rôle est indirect dans la comptabilité matière. Tout opérateur donc récoltant vinificateur, se doit de tenir sa comptabilité matière par appellation couleur. L'INAO étant le détenteur du registre des appellations et le recenseur du cahier des charges, c'est lui qui nous indique quelle appellation doit être respectée. Donc, pour moi, c'est une action indirecte. C'est surtout l'ODG, donc l'organisme de gestion ou l'organisme professionnel, l'interprofession, qui dicte un petit peu ses règles en matière d'appellation, de respect de cahier des charges. Une société qui souhaite acheter des bouteilles de vin en droit acquitté doit-elle nécessairement se déclarer entrepositaire agréé? Oui et non. Je prends un cas très simple aujourd'hui. Un magasin, n'importe lequel, une supérette, n'est pas forcément entrepositaire agréé. Et pourtant, elle achète des produits en droit acquitté. Elle se doit néanmoins de tenir à la disposition des douanes un cahier des entrées-sorties de tous les produits qu'elle a achetés en droit acquitté et justement être en mesure de tracer les entrées-sorties. Donc, faut-il être entrepositaire agréé pour acheter des produits en droit acquitté? Non, pas forcément, mais ça dépend encore une fois de son activité et surtout de la volumétrie que l'on détient, puisque dans le prix d'achat des bouteilles en droit acquitté, il y a les taxes. Sur le vin, c'est 3 centimes de la bouteille, c'est relativement mineur à moins de compter en millions de cols. Dès que l'on attaque sur de l'alcool, c'est 7 € la bouteille, c'est de l'argent qu'il faut donc avancer au moment de l'achat. Et comme tout stock a de la valeur, plus le stock est détenu, plus la valeur monétaire est bloquée. Les détenir en droit suspendu permet, exactement comme la TVA, de s'affranchir de ce paiement de l'impôt et de n'avoir à le sortir qu'au moment de la vente. Donc, c'est un choix à faire au niveau de l'activité. La notion droit acquitté, droit suspendu va-t-elle évoluer avec la décision du ministre de rendre facultative la CRD? Oui, absolument. Excellente question. Effectivement, j'ai cité M. Gérald Darmanin puisqu'il a sorti une circulaire, un courrier qui vise effectivement à rendre la CRD non obligatoire. C'est un sujet qu'on va traiter sur le flux et la circulation notamment, mais effectivement, la CRD en France devrait, normalement au courant 2019, ne plus être obligatoirement apposée sur une bouteille. Donc oui, et c'est une problématique importante de la part aujourd'hui de l'ensemble des entreprises.
comment va-t-on détenir des vins aujourd'hui qui ne seraient plus en CRD, puisque la CRD, c'est en fait la marque fiscale qui indique que le produit est en droit acquitté. Eh bien là, effectivement, il va y avoir un impact sur des entreprises qui vont souhaiter détenir ces vins qui ne seront plus en CRD et qui, de ce fait, devront être justifiés, qui est soit être en droit suspendu, soit être en droit acquitté. Nomenclature douanière et circulation export. Qui paye les droits? Personne. Lorsque vous exportez un produit, il n'y a pas de droit d'accise. Les droits d'accise sont exigibles sur le territoire, à l'endroit où ils sont consommés. Si vous détenez des produits en droit suspendu et que vous les exportez, il n'y a pas de droit d'accise. En revanche, il peut y avoir des droits de douane à l'exportation ou des droits à payer à l'importation dans le pays destinataire. Si en revanche vous détenez des produits en droit acquitté et que vous souhaitez exporter, vous pouvez demander à l'administration la récupération des droits déjà payés. C'est une procédure qui a été normalisée aujourd'hui avec le projet Ciel. Sans rentrer dans les détails techniques, vous avez 12 mois pour demander, 12 mois pour compenser les droits déjà payés. C'est une problématique très vaste et qui prend tout son sens aujourd'hui, notamment avec Ciel. Je vous en prie. Quid de la demande de plusieurs opérateurs français pour une chambre de compensation européenne des droits d'assises afin d'exporter à des particuliers de l'UE? Oula! Alors là, ça va nécessiter un petit temps de réflexion sur la question. Je propose d'y répondre à part parce que là, il faut que j'analyse un petit peu la question. Oh, je vous en prie. Je vous répondrai à part parce que là, il faut que j'analyse un petit peu la question. N'hésitez pas à évoquer un petit peu plus. Date de démarrage de Ciel est-elle confirmée? Oui, absolument. 2019. 1er septembre ou 31 décembre, en suivant les statuts. Ne devait-on pas voir les flux sur Ciel? Alors, si vous avez raté le début du webinaire, j'en suis navré. Le sujet étant vaste et complexe, j'ai préféré en faire un webinaire spécifique. Il aura normalement lieu, en tout cas pour les non-initiés, à la fin de cette année ou tout début 2019. En revanche, si vous êtes déjà, on va dire, entrepositaire aguerri sur la comptabilité matière, il y aura très probablement dans les semaines qui viennent, au plus tard première semaine de juillet, un webinaire spécifique Ciel. Et là, je m'adresse vraiment aux gens qui ont la compétence nécessaire en comptabilité matière, puisqu'on va évoquer vraiment les particularités de Ciel et les exigences de Ciel sur la comptabilité matière. Je vous en prie. On a dépassé les 30 minutes qu'on avait allouées. Je vous prie de m'excuser. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce premier webinaire. Je vous prie de m'excuser sur les quelques petits ratés. C'est un exercice très intéressant et eh bien, j'espère qu'on aura, j'ai l'occasion de vous revoir sur les prochains. Je vais juste faire une remontée très rapide pour vous rappeler bien les prochains webinaire. Le prochain, d'ici 15 jours, 3 semaines, sur les flux de la comptabilité matière, on va traiter des différents comptes, de ce qui se passe, comment on saisit une comptabilité matière. On verra la circulation des produits, on évoquera les notions de pertes et manquants qui occupent beaucoup les esprits. Et puis, encore une fois, un webinaire Ciel non initié. Et je rappelle que début juillet, un webinaire Ciel pour les gens qui sont aguerris sur la comptabilité matière. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.